il y a comme une énergie négative qui secoue le Cameroun. Après cette lecture de Maître Alice Com sur pourquoi on ne l'arrête pas, je te prie de suivre ces propos de Cyril Bojiko. Suis jusqu'à la fin. L'avocat, c'est une personne qui est autorisée à parler au nom et pour le compte d'autrui. C'est pour ça qu'il paraît que les gens se disent, mais pourquoi on n'arrête pas Maître Com? Ça, c'est une question que le ministre d'État m'a dit qu'on lui posait souvent. Pourquoi vous n'arrêtez pas Maître Com? Et il leur a dit, mais vous pouvez, dites-moi pourquoi je dois arrêter Maître Com. Je dis qu'elle a fait quoi? Parce que moi, je sais. Et le ministre de la Justice, c'est un grand juriste, hein. Fait mes études dans les mêmes bancs que lui. Ouais. Il sait que ce que nous avons appris ensemble. Il sait qu'il y a des traités qu'on a signés. Il sait qu'il y a des lois qui protègent ma liberté, mes droits de l'homme. Et que je ne sors pas de là en disant ce que j'ai à dire. Donc quand les gens me demandent pourquoi tu n'as pas peur de quoi aurais-je peur? Vous ne pouvez pas amener le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui connaît parfaitement les lois et la République. N'oubliez pas qu'il a été ministre d'État, il a été secrétaire général à la présidence. Il connaît tout, beaucoup plus que M. Ngongo, c'est-à-dire ceux qui sont là maintenant. Beaucoup plus que n'importe quel ministre de la République. Et il a été un proche du président de la République, Paul Biya. Ils ont été ensemble. Quand il était Premier ministre, il avait toujours fait appel. Donc, ils ont certainement des liens aussi personnels et étroits. Peut-être que je m'éloigne de votre question. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour, ça va? Et ça va, le savoir-vivre en société. Tu as tellement de choses à nous apprendre. Eh oui, ça c'est vrai. Allez, aujourd'hui, nous parlons de l'éducation et la responsabilité. Former des citoyens plutôt que des diplômés. Toi, tu défends cet argument. Mais en tout cas, bienvenue à toutes et à tous dans Regard sur la société, la chronique de Marie-Agnès qui interroge nos comportements et nos valeurs à la lumière du Cameroun d'aujourd'hui. Avec Marie-Agnès, nous posons aujourd'hui une question essentielle. Sommes-nous en train de former des citoyens responsables ou simplement des diplômés dociles? Parce que chaque année, des milliers de jeunes ils sortent de nos écoles, armés de leur certificat, leur licence ou leur master, et pourtant, la société semble manquer de conscience, de rigueur, de respect, de règles. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, nous ayons plus de diplômés que dans les années antérieures? Sacré matin. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour. Comment vas-tu? Super. Allez, super. Moi, je suis content de savoir que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne presque chaque jeune Camerounais, les réseaux sociaux. Alors, ils sont devenus le miroir du monde moderne, un miroir qui parfois éclaire, mais qui parfois aussi déforme. Entre TikTok, Instagram, Facebook et X, la jeunesse aujourd'hui vit connectée, exposée et même influencée. Eh bien, les réseaux sociaux peuvent inspirer, éduquer, donner une voix à ceux qu'on n'entendait pas. Mais ils peuvent aussi enfermer, complexer et même parfois diviser. Ça, c'est la vérité. Alors, sont-ils un outil d'émancipation ou alors un piège de la comparaison? Ouvrons ce débat sans juger avec lucidité. Toi qui t'y connais encore mieux que moi, Marie-Agnès. On parle beaucoup des effets négatifs des réseaux sociaux, mais avant tout, reconnaissons-le, ils ont apporté une révolution dans la manière de communiquer, n'est-ce pas? Absolument, Cyril. Les réseaux sociaux ont transformé la communication mondiale et le Cameroun n'y échappe surtout pas. Ils ont donné la parole à des milliers de jeunes qui autrefois n'auraient jamais eu accès aux médias traditionnels. Aujourd'hui, un adolescent peut partager ses idées, créer une entreprise, vendre ses produits, défendre une cause ou même inspirer d'autres jeunes sans sortir de sa chambre. C'est une forme, à mon avis, d'émancipation numérique car elle permet de contourner des barrières économiques, sociales et surtout géographiques. Mais cette liberté a quand même un revers, le besoin d'être vu, validé et aimé. Et c'est là que commence le piège de la comparaison. Justement, parlons de ce piège. En quoi la comparaison permanente sur les réseaux sociaux devient-elle un danger pour la jeunesse? En fait, le danger vient du fait que la plupart des jeunes comparent leur réalité à la mise en scène des autres. Sur les réseaux sociaux, on montre le meilleur de soi. Les voyages, les vêtements, les réussites, les moments heureux. Mais on ne montre presque jamais la fatigue, les échecs, les doutes. Et le problème, c'est que beaucoup de jeunes prennent ces images pour des vérités. Résultat, une génération qui juge en permanence, qui se sent en retard, inférieur ou alors même inutile. Certains perdent confiance en eux, d'autres tombent dans la course à la validation, aux likes, aux followers, aux commentaires, comme si leur vie en dépendait au regard des autres. Cette comparaison constante crée une fatigue émotionnelle et une insatisfaction chronique. On parle souvent d'addiction aux réseaux sociaux. Est-ce un mot trop fort ou alors une réalité? C'est une réalité, Cyril. Les réseaux sociaux sont conçus pour capter notre attention. Chaque notification, chaque like active dans notre cerveau le circuit de la récompense. La même zone que celle stimulée par le sucre ou certaines autres formes de drogue, chez les jeunes, ce médicament est encore plus puissant car leur identité est en construction et on ne se connecte plus pour communiquer,
mais pour ne pas se sentir oubliés. Certains passent des heures à scroller, à rafraîchir leur fil d'actualité sans même s'en rendre compte. Et quand ils essaient d'arrêter, ils ressentent le vide, une sorte de manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une dépendance silencieuse, mais bien réelle. Alors justement, et pourtant, certains jeunes utilisent les réseaux sociaux pour apprendre, Marie-Agnès. Ils apprennent, ils entreprennent, ou alors ils s'expriment à travers les réseaux sociaux. Mais comment faire la différence entre usage utile et usage nocif? La différence, Cyril, se joue sur une question simple. Qui contrôle qui? Si c'est toi qui utilises les réseaux sociaux pour avancer, te former, t'informer, créer, c'est positif. Mais si ce sont eux, les followers, ceux qui commentent, qui décident de ton humeur, de ton estime, de ton emploi de temps, alors là, tu es piégé. Beaucoup de jeunes Camerounais ont compris la puissance de cette plateforme. Des artisans qui vendent sur WhatsApp ou sur Facebook, des humoristes et influenceurs culturels qui font rayonner le pays, des enseignants qui partagent du contenu éducatif sur TikTok ou YouTube. Mais là n'est pas le problème. Le problème, ce n'est donc pas l'outil, mais l'usage. Le téléphone est une lampe, il éclaire ou il brûle, selon la manière dont on s'en sert. Alors justement, il faut donc savoir exactement comment l'utiliser. Mais justement, cette culture du paraître, du buzz, n'a-t-elle pas aussi modifié la façon dont les jeunes perçoivent la réussite? Oh oui, profondément. Avant, la réussite se construisait dans la durée, par l'effort, la patience, la compétence. Aujourd'hui, on célèbre le succès instantané. Un jeune devient célèbre parce qu'une vidéo a fait le tour d'Internet et certains finissent par croire que la visibilité vaut plus que la valeur. Le danger en ce moment, c'est la confusion entre popularité et mérite. Ouais, mais alors justement, popularité et mérite, oui. Beaucoup cherchent à faire le buzz, pas à développer un talent. On finit par vivre dans une illusion de réussite. Tout le monde veut être vu, mais plus personne ne veut être profond. Cette superficialité crée une génération hyper connectée, mais parfois émotionnellement vide. Alors, comment aider les jeunes à trouver un équilibre? Tout d'abord, il faudrait réapprendre la distance numérique. Se rappeler que les réseaux sociaux sont un espace de passage, pas un lieu de résidence. Déconnecter pour se reconnecter à soi-même. Lire, réfléchir et vivre le réel. Et surtout, il faudrait éduquer à l'usage des médias dès l'école. Car c'est l'endroit... C'est important, oui, l'école, oui. Oui. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit, en fait, où on apprend tout. On apprend aux enfants à décoder des images, on les apprend à reconnaître les manipulations, à distinguer le vrai du faux. C'est ce qu'on appelle l'éducation aux médias et à l'esprit critique, qui est aujourd'hui un pilier à l'éducation moderne que le Cameroun devrait introduire partout. Et puis, il faudrait parler. Créer le dialogue. Les parents doivent s'intéresser à ce que les enfants regardent en ligne, non pas pour les contrôler, mais pour les comprendre. Et du côté des créateurs de contenu eux-mêmes, ont-ils une responsabilité morale? Bien sûr qu'ils ont une responsabilité, car un influenceur, un humoriste, un youtubeur ou un journaliste, tous ont un impact sur les imaginaires collectifs. Par exemple, quand tu as 10 000, 100 000 ou 1 million de personnes qui te suivent, tu deviens un éducateur symbolique. Tu peux élever les confiances ou alors même les abaisser. Raison pour laquelle il faut encourager la responsabilité numérique, créer du contenu qui inspire, qui informe, qui élève, au lieu de nourrir la haine, la moquerie ou alors même la désinformation. Être influenceur, j'aimerais rappeler, ce n'est pas seulement divertir, c'est aussi influencer dans le bon sens. Oui, mais justement, en résumé, Marie-Agnès, les réseaux sociaux ne sont ni bons ni mauvais, mais ils révèlent vraiment qui nous sommes. C'est vrai, ils ne sont ni bons ni mauvais. Les réseaux sociaux sont une sorte de miroir. Ils amplifient nos forces, mais aussi nos faiblesses. S'ils montrent la créativité, l'humour, l'intelligence de la jeunesse camerounaise, ils exposent également nos frustrations et nos manques de repères. Alors, au lieu de les diaboliser, il faut les approvisionner. Il faut les apprivoiser, Apprendre à s'en servir pour épanouir et non pour s'effacer dans le regard des autres. Le vrai défi, c'est de rester soi-même dans un monde où tous poussent à paraître. Alors justement, Marie-Agnès, merci beaucoup. Merci pour cette réflexion lucide. Je retiens cette phrase. Le téléphone est une lampe. Il éclaire ou il brûle selon la manière dont on s'en sert. Les réseaux sociaux sont un formidable outil, une belle invention. Ils peuvent donc ouvrir des horizons comme donner la chance, créer des ponts, mais ils peuvent aussi enfermer, isoler, formater les esprits. La vraie liberté n'est pas d'avoir un compte, mais de savoir quand se connecter. Et ce n'est pas également se mesurer à la vie des autres, mais de construire sa propre vie. Oui, Marie-Agnès, la jeunesse camerounaise doit comprendre que le vrai succès n'est pas dans les vues, mais dans la vision. C'est pas dans les likes, mais dans la lumière intérieure qu'on cultive chaque jour. Ah oui, utilisons les réseaux sociaux, mais n'en sommes pas les esclaves. Parce que, avant d'être connecté au monde, il faut d'abord être connecté à soi-même. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Un fantôme, entre guillemets, qui déterre des bananiers et détruit des toilettes à Bameka dans la région de l'Ouest, laissant place à la psychose. Mais face à ces dégâts mystérieux, les autorités traditionnelles ne croient pas en l'œuvre d'une main fantôme et dénoncent une manipulation destinée à salir l'image du groupement. Parlement convoqué, rite envisagé, la communauté s'organise pour rétablir la sérénité, nous dit Franck Duroc Tassonkin, qui est allé à la rencontre de Sa Majesté Jean Takoukama. Direction Bameka, village devenu célèbre depuis un moment au sujet de l'existence d'un fantôme qui arracherait les bananiers, caféiers et saccage les espaces de soulagement des populations des quartiers Topou et Djout.
Nous sommes dans les hauts plateaux de l'Ouest Cameroun. Pas de fantômes dans Bameka. C'est un groupe de malfrats qui ont été formés par certains notables. Ils ont convaincu certains jeunes garçons pour qu'ils viennent casser les gens au quartier. L'individu qui vient dans l'obscurité à partir de 19h. Ce jour, les populations ont convergé vers la chefferie supérieure du groupement, siège des institutions traditionnelles. Ici, un seul sujet au menu des échanges entre le roi et sa population, le mystérieux fantôme. Donc l'histoire de fantômes à Bameka n'est que des histoires imaginaires. Peut-être vous allez me dire tout ce qui se passait, mais c'est des individus. Vraiment, il n'en est rien de cette histoire de fantômes, quoi que ce soit. D'après Sa Majesté Takoukam Jean Raymond, il s'agit d'un groupe instrumentalisé et déterminé à créer la panique au sein des populations. C'est des hommes, c'est des personnes, c'est des individus qui ont orchestré cela pour attendre des rançons, pour dire que bon, on va faire chasser le fantôme, on va faire chasser ceci, Voilà, c'est des individus, vous pouvez être rassurés. Bon, vous avez observé que j'ai réuni la population il y a de cela 2 semaines. Au cours de cette communication royale, les populations sorties en masse, à l'invitation de leur souverain, se sont montrées pour l'utilisation du kadi traditionnel, symbole de la justice, en pays bamileke. Cette justice traditionnelle, avec les retours souvent irréversibles, 2 semaines, ont été données à ceux qu'ils appellent ici les fauteurs de troubles, pour se repentir. Non seulement les avertir, mais les mettre en garde. Nous sommes dans une république et nous sommes dans un village où il y a le respect de la vie des autres, qui sachent que s'ils continuent dans la même lancée, nous serons obligés de réagir et de réagir avec beaucoup d'énergie. La thèse, selon laquelle c'est l'esprit d'un notable, récemment décédé, dont l'âme refuserait de se reposer, est totalement rejetée par le 19e roi de cette dynastie, qui réitère que c'est la volonté de certains de ses fils, déterminés à mettre le village à feu et à sang. Vous écoutez le 7h sur Balalan, justement, du 30 novembre prochain. Le Front National pour le Salut du Cameroun, le FSNC, confirme son retrait des élections régionales. Le parti a apporté un démenti ferme, contredisant une déclaration antérieure de l'un de ses conseillers spéciaux. Dans un communiqué officiel, son président national, Issa Chiroma, justifie cette décision par le contexte de deuil national et la crise au poste électoral majeur. Le parti estime que participer à ce scrutin reviendrait à légitimer le désordre après un processus électoral qu'il qualifie de frauduleux et répressif. Et quand la désillusion des choix électoraux s'exprime dans les rangs de la jeunesse, coincée entre promesses non tenues et infrastructures en ruine, les jeunes de Gouti, Kogné et Bangem voient leur quotidien basculer dans la précarité. La route Bombay-Ngouti, transformée en bourbier impraticable, étouffe leurs activités économiques, isole des communautés entières et ravive chez beaucoup un profond regret, celui d'avoir cru aux promesses électorales. Fondrené Marquez nous plonge dans ce désarroi grandissant. Some youths in Gouti, Kony and Bangem have expressed dissatisfaction over the deplorable state of the Mbumbe-Ngouti Road in Kupimaninguba. The youths say they regret casting their ballots in favor of the CPDM candidate, Paul Biya, in the just-ended presidential election. We don't die. We before CPDM say we better. It's worse now worse. Maybe as I talk to one of the CPDM big masses said, "What I got on my phone, I make sure you do." But some people, all my way never outside the whole way on a zero. This are part of Canada. Now part 1, part 4, part 3, part 5 days. Yeah. So the back CPDM people back oh, una part of Angola. The muddy and bumpy nature of the road has impeded the circulation of vehicles and motorbikes. Even the transportation of corpses for burial in the villages has become a nightmare. President. Don't come back with Chelsea road. Let's go away, let's fix our road. Now that is enough. People don't die. We don't fix them again. Now, number 10 times we can't say this. I said, we don't go for the don't with Chelsea. We don't want you to go and carry it. Let's do that. For some time now, youths in neighboring villages have been working day and night to dig up the road to make it passable, but the mud has been a hindrance. Most of these youths who return to the village to cultivate and commercialize cocoa now find it difficult to do so because of the absence of a farm-to-market road. Added to this challenge is a recent drop in cocoa prices. La suite. L'héritage de la présence française au Cameroun va au-delà des infrastructures scolaires, sanitaires ou militaires. Elle est loin de se limiter aux investissements économiques. Si ces derniers ont permis et le permettent encore de spolier le Cameroun, il y a un autre héritage invisible et celui-là qui continue de faire des ravages au sein des populations. Cet héritage-là est psychologique et agit sur le mental des populations dont il oriente les comportements en même temps qu'il guide les actions des gouvernements qui ne se rendent pas compte eux-mêmes qu'ils agissent selon une programmation faite de longue date. C'est un héritage laissé par la guerre révolutionnaire ou la guerre mondiale. Selon les auteurs du livre Cameroun, une guerre cachée à l'origine de la France-Afrique, revenant d'Indochine où l'armée française avait essuyé une puissante défaite, les responsables militaires français, humiliés par Dien Bien Phu, décident
décidèrent de recourir à tous les moyens possibles pour garder ce qui restait de l'Empire. Des théories nouvelles vinrent le jour, celles désormais bien connues de la guerre révolutionnaire ou de la guerre moderne. Ces doctrines placent les populations civiles au cœur des dispositifs répressifs. Elles confèrent une place centrale à l'arme psychologique et au renseignement et elles légitiment aux yeux de leurs promoteurs le quadrillage et la surveillance implacable des populations, l'utilisation massive de la propagande et l'usage systématique de la torture. Ces méthodes combinées, que les militaires étrangers qualifient d'école française de contre-insurrection, ont été utilisées simultanément en Algérie et au Cameroun. Dénoncées avec vigueur en France dans le premier cas, elles sont utilisées avec la même ardeur mais à l'abri des regards dans le second cas et continuent d'être perçues par les militaires français comme un élément clé de la lente défaite de l'Union des populations du Cameroun au cours des années 1960. Ce sont ces méthodes qui, à en croire l'un des militaires français, Jean Lamberton, lui-même adepte chevronné de la théorie comme de la pratique de la guerre révolutionnaire, lui permis de mener à bien sa mission au Cameroun. Non sans fierté, il raconte dans ses notes manuscrites consultées par les auteurs du livre Cameroun, combien son travail fut apprécié par Pierre Messmer, avec qui il travailla successivement à Yaoundé lorsque celui-ci y était haut commissaire, puis à Paris quand le même devint ministre des Armées en 1960. En restituant les choses dans leur contexte, on remarque avec les auteurs que la France, nul ne l'ignore, n'a pas quitté l'Afrique en octroyant l'indépendance à ses anciennes colonies, elle est partie pour mieux rester. Pour rester cachée derrière des régimes qu'elle a elle-même installés, formés et consolidés, et qu'elle s'est arrangée à contrôler et à maintenir en place sur la longue durée. Des accords de coopération civile et militaire ont été signés entre ses partenaires inégaux pour moderniser en les contractualisant les liens de dépendance. Des accords de défense largement secrets ont également été paraphés pour permettre aux dirigeants des tout jeunes États indépendants de faire face aux menaces extérieures et, encore davantage, aux troubles intérieurs qui pourraient à l'avenir les faire vaciller et ainsi ébranler la nouvelle architecture de ce colonialisme réformé. Le Cameroun apparaît à l'époque comme un pays pionnier. Premier pays du champ à avoir vu débarquer les spécialistes français de la guerre révolutionnaire dès les milieux des années 1950, il est aussi le premier à se voir doté d'une armée nationale et à bénéficier de l'assistance militaire technique française. Cette dernière, activée le jour même de la proclamation de l'indépendance, permet de poursuivre sans transition et pour encore de longues années les opérations militaires engagées contre la rébellion upéciste à l'ère du colonialisme direct, inaugurant dans le sang une longue série d'ingérences militaires françaises en Afrique. Par la suite, les théories de guerre moderne ont été officiellement disqualifiées et bannies de l'armée française, désormais structurée selon la doctrine de la dissuasion nucléaire, sauf au sein des troupes déployées en Afrique subsaharienne où elles sont restées souterrainement valorisées ou au minimum tolérées, leur efficacité semblant avoir été prouvée par le précédent Camerounais. Ces unités de l'armée française, stationnées après les indépendances sur des bases militaires permanentes dans différents pays d'Afrique et qui y interviendront régulièrement pour y mater les rébellions, maintenir l'ordre, déjouer ou fomenter des putschs, resteront longtemps profondément marqués par les théories et les idéologies militaires élaborées pendant les périodes de colonisation et de décolonisation. Né donc dans un contexte de guerre, c'est tout le régime du Cameroun indépendant, entre guillemets, qui a été imbibé par des modèles contre-révolutionnaires. Les doctrines françaises de contre-insurrection ont muté en système de gouvernement. Quelques mois après l'indépendance, tandis que les opérations de guerre se poursuivaient dans plusieurs régions du pays, une dictature implacable fut installée. Concentré dans les mains du président Amadou Ahidjo et de son entourage, mais appuyé par la coopération et l'assistance technique française, le pouvoir camerounais a recyclé les méthodes guerrières utilisées contre les maquis de l'UPC pour les appliquer à tous les subversifs, c'est-à-dire à tous ceux qui contestaient ou semblaient contester les nouvelles autorités. La surveillance, l'endoctrinement et la répression des populations devinrent des habitudes, et l'exception la règle. Les Camerounais qui s'étaient passionnés pour le projet émancipateur de l'UPC dans les années 1950 furent sommés de rejeter ce qui était alors qualifié de mauvais penchant et de transférer leur enthousiasme sur le parti unique d'Amadou Ahidjo, lequel, vampirisant l'héritage upéciste, s'octroya le titre de pionnier de l'indépendance. Purgé de ces éléments subversifs, appelé à traquer en son sein la moindre déviance, sommé quotidiennement d'oublier ses amours d'antan, le peuple camerounais ne put faire vivre son désir de liberté que dans la clandestinité, dans l'exil ou sur le mode du refoulement. La société camerounaise en est encore là en 2025. L'héritage colonial est toujours en vogue, mis en application avec méthode par un ministère bien choisi. Charles, Jean-Paul, on va sortir par là, eh bien, le projet de loi enfin soumis aux députés dans la nuit d'hier. C'était attendu, c'est pratiquement à la fin de la session qu'on reçoit ce projet de loi du budget 2026. Ça devient une habitude pratiquement. Parce que dit comme d'habitude. Comme d'habitude. L'année dernière, c'était pareil. La nuit, et les gens s'étaient même pleins. Parce que même là, on s'est plaint. J'ai vu une publication de la loi dit que hier. La loi dit que les députés doivent recevoir tous ces documents-là, c'est 2 semaines avant le début de la 15 jours avant le début de la session. On vient leur donner ça à la fin de la session. Pourquoi ne voulez-vous pas que le simple agent viole la loi au quartier comme... Ça sera simplement adopté. Mais c'est ça. Parce qu'on n'aura pas le temps de lire. Les députés n'auront pas le temps de lire ce... Les députés, mais surtout les députés qui ont laissé leur conteneur à Douala, ils sont pressés de rentrer. Je rappelle que le texte soumis à l'examen parlementaire prévoit un budget en hausse de 14% par rapport à 2025. Les recettes internes sont estimées à 5 887 milliards de francs CFA, issus de la fiscalité des douanes et provenant également du secteur pétrolier et gazier. Côté dépenses, eh bien, l'enveloppe atteint les 6 210,5 milliards de francs CFA entre les charges
de personnel et les biens et services et les investissements, eh bien, le budget d'investissement public représente ainsi 37,5% des dépenses primaires, confirmant l'orientation vers les infrastructures et les projets structurants. Nous reviendrons amplement là-dessus. 65% au fonctionnement. Voilà, tu as tout compris. Les dépenses sont dessus. Avec l'émission fictive. Bon, ça, c'est toi qui dis. C'est toi qui dis fictive, hein? Mais c'est pas moi qui dis, n'est-ce pas, la CONAC régulièrement, je crois, la CONAC ou la Chambre des comptes a souvent sorti des rapports sur ces affaires-là. C'est pas quelque chose de nouveau. Le train de vie, réduction du train de vie de l'État, on chante ça tout le temps. Le respect des lois. Le respect des lois. Le respect des lois, Marie-Flo. Merci Charles, merci Jean. C'est vrai que Charles, en 30 secondes s'il te plaît, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a tenu une réunion hier, une réunion en vue, en vue de la Coupe du Cameroun. Voilà, j'y arrive finalement. Réunion préparatoire en vue justement de la célébration de la Coupe du Cameroun. Par rapport aux arrivées, évidemment, on attend de voir comment ça va se passer. Mais côté terrain, le plus important, c'est les équipes qui sont déjà à pied d'œuvre pour jouer. D'ailleurs, dimanche, Marie-Flo Massana, il y aura un match amical entre la formation de la Panthère sportive du Ndé et Sable de Bâti. Emmanuel Coco va aimer l'affiche. Pourquoi? Parce que c'est deux techniciens. D'un côté, Alexandre Bellinga, entraîneur principal de Sable de Bâti, et de l'autre côté, Yves Clément Aroga, l'entraîneur de la Panthère sportive du Ndé. C'est dimanche à 14h du côté du Stade Futsal. Je rappelle que c'est la 64e édition. Voilà, c'est ce que je cherchais dans ma tête, 64e édition de la Coupe du Cameroun. Il sera là-bas. Merci Charles. J'ai dit. Merci Jean-Paul. Merci.